comme je vous ai dit ce matin, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de caractère parce qu'il n'y a pas de spiritualité. Chez l'être humain, il n'y a que de la matière. Et donc la seule chose qui compte, c'est le tempérament biologique, c'est-à-dire que c'est le déterminisme pur et dur. Tu fais ça parce que tu as tel tempérament. Et puis tu as d'autres personnes qui disent pas qu'il n'y a pas de tempérament, mais qui n'en ont pas suffisamment parlé, et qui ont mis la vertu en valeur, qui ont parlé beaucoup des vertus, mais ils n'ont pas expliqué sur quoi on fonde les vertus, et ils sont tombés dans ce que moi j'appelle le volontarisme. Le volontarisme, c'est quand tu dis à quelqu'un, on peut tout faire. Toi tu es flegmatique, mais tu peux tout faire. Toi, tu es colérique, mais tu peux quand même arriver à pratiquer toutes les vertus. Alors qu'on va le voir, bien sûr, on est appelés tous à pratiquer toutes les vertus, mais il faut savoir qu'il y a des personnes pour lesquelles c'est très dur de pratiquer un certain nombre de vertus. C'est clair et net. Beaucoup plus dur que pour d'autres. Pourquoi ? Parce que leur tempérament va dans la direction opposée de cette vertu en particulier. Donc, tu peux pas éduquer les gens uniquement à base de vertus. Il faut que tu les aides d'abord à connaître leur tempérament pour qu'ils comprennent quel est le défi de leur existence. Tu vois ? Si toi, tu es colérique et tu es un flegmatique qui vient te voir et que toi, tu es là pour l'encourager et pour l'entraîner, eh ben, tu vas le traiter de quoi tu vas le traiter ? Tu vas le traiter d'être paresseux. Alors qu'il n'est pas paresseux. Il est flegmatique. Et tu vas le tuer. Parce que tu vas donner un concept moral sur une position biologique. Tu vois ce que je veux dire ? Au lieu de dire tu es flegmatique, donc ça te coûte de passer à l'action, ça te coûte de rêver, ça te coûte de te lancer, il va lui dire tu es paresseux. La paresse, c'est un vice. Être flegmatique, c'est pas un vice. Alors là, il ne faut pas se tromper. Hein. Et alors le colérique, s'il n'a pas cette éducation, il va voir des paresseux là où il y a des flegmatiques. Et le flegmatique, qu'est-ce qu'il va voir dans les colériques ? Des orgueilleux. Au lieu de voir des gens qui sont biologiquement poussés à l'action, il va voir des orgueilleux. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre de quoi on parle. Quand on parle du tempérament, on ne parle pas d'un concept moral, on parle de choses purement biologiques. Et on n'a pas le droit de mettre sur le tempérament des concepts moraux. On n'a pas le droit. Et on ne peut pas juger une personne parce qu'il a été créé de cette manière-là, c'est de la folie. Par contre, on peut le juger pour des actes libres. On ne peut pas le juger sur un fondement biologique. Donc le vocabulaire que tu emploies quand tu parles du tempérament ne doit pas être le même que celui que tu emploies quand tu parles du caractère. Le vocabulaire doit être fondamentalement différent. Quand tu parles du tempérament, il faut dire que tu as une inclination à faire quelque chose ou à ne pas faire quelque chose. On peut dire qu'il est flegmatique, mais ce n'est pas la même chose de dire il est paresseux. Il est colérique, ce n'est pas la même chose que de dire il est orgueilleux. Tu vois, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, parce qu'il y a des mots qui définissent des vices. Et ces mots qui définissent des vices, il ne faut pas les employer quand on parle des tempéraments, parce que le tempérament, ce n'est pas un vice. C'est une donnée biologique, c'est tout. C'est une direction biologique pour la personne. Donc il ne faut jamais tomber ni dans le biologisme, hein, c'est-à-dire dans le déterminisme, dans ceux qui reconnaissent que le tempérament et qui nient l'esprit, et il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse, qui est le spiritualisme ou le volontarisme. C'est dire, tu peux y arriver, il n'y a pas de problème, fais ça. Tu exiges des gens souvent des choses qu'ils ne peuvent pas donner parce que leur tempérament est vraiment opposé à ça. Et donc leur manière de se réaliser, leur manière de vivre la vertu est aussi très différente. Un colérique qui pratique les vertus d'une manière très différente d'un flegmatique. Mais tous les deux sont appelés à pratiquer la vertu au plus haut degré. Donc la personnalité humaine, comme je l'ai dit ce matin, est composée fondamentalement d'un tempérament et d'un caractère. Alors à l'inverse du caractère, qui est de nature spirituelle et que l'on forge par l'éducation, le tempérament est un don de la nature qui relève de notre constitution physiologique.
Notre tempérament est notre disposition naturelle et innée à réagir d'une certaine manière. Le tempérament peut être colérique ou mélancolique, sanguin ou flegmatique. Nous naissons avec notre tempérament et nous ne pouvons pas le changer. Nous mourrons avec les qualités et les défauts de notre tempérament. Ça, c'est clair. Alors, sur la base du tempérament, nous façonnons le caractère. Le caractère est composé de vertus morales dont les plus importantes sont la prudence, le courage, la maîtrise de soi, la justice, la magnanimité et l'humilité. Les vertus sont des qualités spirituelles acquises et développées par la pratique. Donc le tempérament, c'est une prédisposition innée, colérique, mélancolique, sanguin, flegmatique. Le caractère est une prédisposition acquise. Prudence, courage, maîtrise de soi, justice, magnanimité, humilité. Ça, les choses de base, on en a déjà parlé, mais je récapitule avec vous. Par l'éducation du caractère, nous apprenons à surmonter les faiblesses de notre tempérament et transformons les forces physiologiques, ces forces physiologiques en forces spirituelles, libres et stables. Ça, c'est une chose assez intéressante parce que tu regardes, tu vois, une personne qui pratique le courage. Imagine-toi, tu vois une personne et tu dis, ouais, je pense que cette personne est courageuse. Et tu la compares à une autre personne courageuse qui est, bon, d'un côté, tu as un colérique courageux et tu as un flegmatique courageux. Alors, le colérique, le problème, c'est que lui, il a beaucoup d'énergie biologique. Et donc, l'audace, pour lui, c'est pas un défi. D'accord? Donc, tu auras beaucoup de mal à savoir s'il est courageux ou il est seulement colérique. C'est pas facile, hein? Quand tu penses à toi-même, par exemple, il faut que tu te demandes, est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est du colérisme? Ça m'a coûté de créer cet habitus, où cet habitus, en fait, il est plutôt biologique que spirituel. C'est très important, pourquoi? Parce que si tu dors mal la nuit, un jour, tu es physiologiquement déstabilisé. Et ton énergie biologique, elle n'est pas au point. Ok. Et là, tu découvres effectivement, tu n'es pas courageux. Tu es seulement colérique. Celui qui est flegmatique, par exemple, et qui a du courage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, s'il n'a pas d'envie pendant toute la nuit, son courage, comme il est spirituel, le matin, il fait quand même ce qu'il doit faire. Parce que son énergie n'est pas une énergie physiologique, c'est une énergie spirituelle. Donc, la question, pas la question, mais ma considération est, qu'est-ce qui est plus important? L'énergie spirituelle ou biologique? Est-ce que c'est un avantage d'être né flegmatique ou un avantage d'être né colérique? C'est une grosse question. Il n'y a pas d'avantage. Il y a des problèmes partout. Mais au moins, il faut qu'on se rende compte d'une chose. Toi, est-ce que c'est la vertu qui fait que tu te comportes comme ça? Ou est-ce que c'est tout simplement cette inclination biologique qui te porte? Mais un jour viendra où elle ne te portera plus. Par l'âge, par la maladie. Et tu peux te demander, mais après quoi? Tu vois? Tu as des gens qui sont colériques, mais qui ont aussi la vertu de courage. C'est évident. Saint Paul, c'est vraiment le colérisme maximum. On verra, il a des gros problèmes, Saint Paul, avec l'humilité, mais enfin, il essaie de se comporter bien quand même. Mais il traite les gens très dur, hein, Saint Paul. Quand Jean-Marc part en voyage avec lui, et Jean-Marc collapse après quelques kilomètres, et lui, c'est terminé, hein. Tu rentres chez toi, je ne veux plus te voir. Il ne pardonne pas. Enfin, il ne pardonne pas, je suis sûr que dans son cœur, il pardonne. Mais comme les colériques, ils sont durs avec les gens. Très, très durs. Tu vois? Donc tu as une impulsion biologique et tu le vois chez les gens, ça c'est assez clair. Tu le vois que c'est l'impulsion biologique qui les pousse à faire quelque chose et ils sont sous un défi. Et il y a une vertu qu'il faut qu'ils pratiquent, c'est l'humilité. Et donc l'idée c'est quoi? Je répète, l'idée c'est de transformer, ce que j'ai écrit ici, tu vois, transformer les forces de ton tempérament, qui sont des forces biologiques, en forces spirituelles. Si toi tu as un tempérament colérique, et que donc tu as une facilité pour l'action,
il faut que tu te dises, il faut que je m'assure que cette force en moi, elle est vraiment spirituelle et qu'elle n'est pas seulement biologique. Pas seulement biologique. Que c'est vraiment à chaque fois que je suis fatigué, à chaque fois que je n'ai plus envie, est-ce que je continue? Ou est-ce que je me laisse seulement porter par cette force biologique qui m'encourage constamment à passer à l'action? Tu vois, tu transformes une force biologique en une force spirituelle. Et à ce moment-là, tu as les deux. Tu as la force biologique et la force spirituelle. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est se tromper et penser que la force que l'on a en nous est une force spirituelle alors que c'est purement une force biologique. Il ne faut pas se tromper là. Alors, la différence des tempéraments est la suivante. Le colérique se distingue par une réactivité momentanée, énergique et stable. Donc le colérique, il réagit aux stimuli extérieurs immédiatement. Il réagit de manière très énergique et il réagit de manière stable. Le colérique est stable. Le colérique, ce n'est pas le gars qu'on dit « Ah, c'est un colérique qui pousse des crises de colère ». Non, ce n'est pas ça. Le colérique, ce n'est pas le gars qui pousse des crises de colère. Le colérique, c'est le gars qui a un tempérament qui réagit immédiatement, mais qui réagit avec une grande force et aussi avec une grande stabilité. Les colériques sont stables. Le mélancolique se distingue par sa réactivité tardive, profonde et stable. Le mélancolique, il ne réagit pas immédiatement. Mais par contre, à la différence du colérique, il est beaucoup plus profond. Si le colérique, ce qui le caractérise, c'est surtout l'énergie, le mélancolique, ce qui le caractérise surtout, c'est la profondeur. Les mélancoliques, c'est plutôt des artistes. Tu vois, le colérique, c'est plutôt le doueur, celui qui fait les choses, l'action. Le mélancolique, c'est plutôt l'idéaliste, celui qui aime bien réfléchir, contempler. Et il est stable aussi, le mélancolique, il est stable. Or, le sanguin se distingue par sa réactivité momentanée, spontanée et éphémère. Momentané, c'est qu'il est comme le colérique, il réagit immédiatement. Il est très très spontané, c'est ce qui caractérise un peu ce qui fait d'ailleurs l'aspect positif et intéressant du sanguin, c'est sa spontanéité. Mais il est éphémère dans ses réactions, c'est-à-dire qu'il est très enthousiaste, mais ça a duré quelques heures. S'il n'a pas de caractère. C'est du point de vue biologique, la biologie du sanguin, elle est éphémère. Le phlegmatique se distingue par sa réactivité tardive, déficiente et éphémère. Alors, le phlegmatique, lui, ce qui lui arrive, c'est qu'il est dépassionné. Voilà, il est dépassionné. C'est aussi bête que ça. Alors moi, mon histoire mondiale m'a montré un peu où est-ce que j'ai vu des colériques. Tu as pas mal de colériques en France, bien sûr, puisque tu as une multiplicité culturelle, un melting pot germano-latin. Donc il y a un peu de tout en France. Il n'y a pas de tempérament dominant en France. Tu as un peu de tous les tempéraments, et c'est ce qui fait d'ailleurs la grandeur et la beauté de la France, c'est cet équilibre que les gens remarquent en toute chose, et tu l'as aussi l'équilibre au niveau des tempéraments. Alors, les mélancoliques, bien sûr, tu en trouves énormément dans le monde slave, surtout le slave oriental. Les Russes sont vraiment mélancoliques. Le sanguin, ben tu en trouves beaucoup en Italie, et tu en trouves énormément en Afrique. Que ce soit l'Afrique anglo-saxonne ou l'Afrique francophone, ça pullule de sanguin. Ça pullule. C'est intéressant de travailler avec eux, mais il faut savoir. Il faut travailler avec eux pendant des années, pas seulement pendant un jour ou une demi-journée. Il faut voir. Donc tu as des choses positives et des choses un peu négatives dans chaque tempérament. Les phlegmatiques, moi j'en ai vu beaucoup en Finlande. C'est un peuple fondamentalement, je pense que tous les Finno-Ougriens sont des peuples phlegmatiques. Tous les Finno-Ougriens, les Finlandais, les Estoniens, en Russie il y a 4 ou 5 peuples Finno-Ougriens aussi, des petits peuples, 100 000, 150 000 habitants. Mais c'est un tempérament vraiment phlegmatique, biologique. Donc toi, tu as des pays dans lesquels, aux États-Unis, les gens disent qu'est-ce que c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, le problème, c'est qu'il y a l'American Dream. Et l'American Dream, c'est vraiment l'action. C'est-à-dire, on va aux États-Unis parce qu'on fuit la misère, parce qu'on fuit la pauvreté, on fuit les régimes idéologiques, et on va là-bas pour oublier toute son histoire et créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est une partie qui sont culturellement portées sur l'action. C'est pas biologique, c'est la culture. C'est la culture de l'American Dream, le rêve américain, qui fait que les gens sont poussés à l'action tout le temps, même les phlegmatiques. Même les mélancoliques. Aux États-Unis, sont poussés à l'action
Pourquoi? Parce que c'est la culture. Alors ça crée des gens bizarres parfois, évidemment, parce qu'ils sont des mélancoliques qui constamment sur l'action et deviennent à moitié fous. Mais l'action, il faut gagner de l'argent, il faut faire du fric, tu vois ce que je veux dire, il faut se manifester. Ça fait partie de la culture, mais ce n'est pas quelque chose de biologique. Ce n'est pas un tempérament. Ça, c'est important de s'en rendre compte. Faire les différences. Donc le colérique, c'est l'action, le mot qui le définit. Le mélancolique, c'est les idées, l'idée. Le sanguin, c'est les personnes. Et le flegmatique, c'est la paix. Il y a 4 concepts, tu vois, qui définissent un petit peu le monde biologique de ces personnes. Le monde biologique. L'action, l'idée, les personnes, la paix. Alors, si le père et la mère possèdent des tempéraments différents, les enfants vont probablement hériter de tempéraments différents. Il peut arriver que 2 tempéraments soient aussi forts l'un que l'autre chez une personne jeune. Toutefois, au passage des années, l'un des 2 tempéraments s'avérera prédominant. Souvent, tu vois des jeunes qui sont entre 2 tempéraments, et c'est difficile pour eux de définir quel est le tempérament prédominant et le tempérament secondaire. Mais après le passage des années, les souffrances, tu vois qu'il y a un tempérament quand même qui prédomine. Voilà. Quand les gens sont à la limite de 2 tempéraments, les années quand même donnent à connaître le tempérament. Bon, comme le tempérament c'est quelque chose qu'on hérite, donc en principe on l'hérite de nos parents, donc du père ou de la mère. Donc ce serait bizarre quand même si tu n'as aucun grand-parent flegmatique, aucun parent flegmatique et toi tu sois flegmatique. Bon, ça peut arriver, mais ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est vraiment quelque chose qu'on hérite. On hérite. Alors voilà un peu les 12 types de personnalités traditionnelles, selon le principe. Moi, ça, c'est le principe des anciens Grecs. Les 4 tempéraments, c'est vieux. Ça remonte aux anciens Grecs. Et tu as, en fait, tu vois 4 types de tempéraments. Alors, il y a des tempéraments qui sont incompatibles. Colérique, flegmatique, c'est impensable. Mélancolique, sanguin, c'est aussi impensable. Ce sont des opposés. Donc, il est important de faire des tests de tempérament. Alors, quand tu fais un test de tempérament, qu'est-ce que tu dois faire? Il y en a plein sur Internet, des tests de tempérament. Alors d'abord, il faut choisir un bon test, parce qu'il y en a qui confondent complètement les vertus. Il y a des gens on appelle ça des tests de personnalité. Et alors ça, c'est faux, ce n'est pas des tests de personnalité. Parce que la personnalité, c'est le tempérament et le caractère. Donc il faut bien être sûr qu'on fait un test de tempérament, pas de personnalité. Le test de personnalité, ce n'est pas clair de quoi il s'agit. C'est un mélange des deux et il y a une confusion totale. À la fin, tu ne sais plus de quoi tu parles. Tu parles de ton caractère ou de ton tempérament. Alors là, pour faire un test de tempérament, il faut être extrêmement sincère avec soi-même et se dire, aux questions qui me sont posées là, il faut que je réponde en fonction de ma première impulsion, qui est une impulsion biologique, pas de ton impulsion morale. Donc, 1, il ne faut pas avoir honte des questions. 2, il faut être extrêmement sincère. Et 3, il faut être rapide. C'est-à-dire, quelle est ma première impulsion? Sinon, tu réponds à des questions sur un test biologique, d'un point de vue moral, et tu arrives à un résultat absolument monstrueux, quoi. Tu vois? Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu fais un texte de tempérament, il ne faut pas que tu aies honte. La question, elle n'est pas qu'est-ce que tu fais dans la réalité. La question, elle est quelle est ton impulsion première. Donc ne cherche pas à savoir ce que tu fais dans la réalité. Cherche à savoir quelle est ton impulsion première. Quelle est ton inclination la plus intime, la plus biologique. Parce que le caractère, ça vient ensuite. Le caractère, c'est une réaction à une impulsion biologique que tu penses être pas forcément la meilleure du monde. C'est aussi bête que ça. Donc le tempérament, pour le connaître bien, il faut pouvoir faire abstraction de son caractère. Hein? C'est pas facile de faire abstraction de son caractère. Et donc il faut se rappeler comment on était quand on était tout petit, quand on n'avait pas encore beaucoup de caractère. Comment on est d'un point de vue biologique. Je suis quoi biologiquement parlant? Ce n'est pas une définition de toi-même, hein. C'est une définition seulement d'une partie de toi-même, qui est ta substance biologique. Et là, ce n'est pas forcément facile parce que les gens confondent tout. Et en plus, parce qu'en plus, on parle beaucoup de personality test, et les gens en confondent encore tout. Je rappelle, il y a des mélanges de caractère, de tempérament, tout ça mélangé. À la fin, les gens ne savent plus de quoi ils parlent. Quand tu fais un test de tempérament, je répète, il s'agit vraiment de biologie. Et donc, il faut que tu sois sincère avec toi-même. Maintenant, je suis en train de monter avec des amis un test comme ça. Il faut le tester.
faut tester pour être sûr que ça marche. Hein, tu fais des questions, tu as pas mal de questions, 70 questions, et en principe, il y a des pourcentages, et tu vois plus ou moins. Ça ne peut pas être complètement ficelé le truc, parce que les gens ont du mal à se connaître eux-mêmes. Hein. C'est pas facile de se connaître. Surtout quand tu as déjà développé un certain caractère, de se rappeler, ouais, je suis quoi biologiquement, pas facile. Hein. Tu es une personne d'action, parce que tu as développé l'action dans ta vie, tu es devenu audacieux, etc. Et tu découvres que tu es fondamentalement phlegmatique ou mélancolique, tu te dis, mais c'est pas moi ça. Et pourtant, c'est vraiment toi. Ce qu'il y a, c'est que les années sont passées et tu as développé un certain nombre de choses qui sont des habitudes morales. Et là, il faut qu'elles n'existent plus dans ces habitudes morales. Il faut que tu les oublies. Vous voyez? Donc, c'est pas facile, hein. Mais on peut y arriver. Hein. Les gens y arrivent. Quand ils sont sincères, ils font plusieurs tests, ils réfléchissent, ils demandent conseil, etc. Et voilà un peu les différents types de personnes qu'on peut avoir. Alors regardez ce que j'ai écrit ici. Notre tempérament nous incline dans une direction ou dans une autre. Le colérique est enclin à faire de nombreuses choses, mais il lui coûte de s'occuper des personnes. Le mélancolique est enclin à contempler les belles idées, mais il lui coûte de les mettre en pratique. Le sanguin est enclin à partager avec les autres, mais il lui coûte de mettre la dernière pierre à chacun de ses projets. Le phlegmatique est enclin à penser rationnellement, mais il lui coûte de rêver de grandes choses. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu as des grandes qualités, et puis tu as en même temps, tu as une tension positive et il y a une tension plutôt négative. La vertu compense les défauts du tempérament. Le colérique qui pratique l'humilité s'occupe des personnes. Tu vois, le colérique qui pratique l'humilité, il va commencer à s'occuper des personnes. Il va commencer à servir. Il va faire un effort sur lui-même. Il va développer l'humilité et il va commencer à s'occuper des gens. Au lieu de se dire « Ah, moi, le truc, c'est mon management ». Non, il va dire « Ok, je suis management, mais il faut que je sois aussi leader, mon gars. Donc, arrête d'être le manager, parce que tu es biologiquement manager. Maintenant, il serait temps que tu commences un petit peu à t'occuper des gens. Donc, il serait temps que tu commences à faire un peu de leadership. » Et le gars commence à travailler sur lui-même. Ensuite, tu vois, le mélancolique qui pratique l'audace passe à l'action. Et je vais donner un exemple très clair. Hein. Le mélancolique qui passe à l'action. Martin Luther King, c'est un mélancolique qui passe à l'action. Lincoln, Abraham Lincoln, c'est aussi un mélancolique et c'est aussi un homme d'action. Moïse, c'est un très grand mélancolique. Moïse, c'est un type, il n'a surtout pas envie de passer à l'action. Et il se plaint toujours à Dieu de ce peuple malheureux que Dieu lui a confié. C'est un mélancolique, il a des crises de mélancolie et il passe quand même à l'action. Il développe l'audace et il passe à l'action. Le sanguin qui pratique l'endurance termine ses projets. Le sanguin qui est orienté sur les personnes et qui développe le caractère peut devenir une personne vraiment endurance. On verra, je vous aurai plein d'exemples ensuite. Le phlegmatique qui pratique la magnanimité développe sa capacité de rêver. Je vous ai parlé ce matin, Thomas d'Aquin, qui est un phlegmatique, il a développé sa capacité de rêver, il a transformé la culture de son époque, il a donné une nouvelle direction à la philosophie, il a transformé son rêve, il a eu un rêve, et il l'a mis en plus en pratique. Donc chacun, alors ça c'est la phrase clé ici, chacun d'entre nous grimpe vers le sommet de la perfection par un chemin et sur une pente qui lui sont propres. C'est le tempérament qui nous indique la pente et le chemin. Vous voyez la chose? Ça, c'est le truc clé. On ne grimpe pas sur la même pente. La pente, elle va être indiquée par ton tempérament.